Point de vue linguistique, Chomsky, qui est un petit peu un des pères, si vous voulez, de la linguistique informatique, et Schützenberger, qui est un mathématicien, hein, le père de l'informatique théorique. Tout le monde a entendu parler de Schützenberger, enfin les informaticiens. Ils ont décrit 4 types de langage infini, du plus petit au plus grand. Et pour chacun de ces types, comment ils ont fait pour décrire ces langages? Ils ont utilisé des grammaires. Donc, chaque type de langage infini peut être décrit par un type de grammaire, un mécanisme pour décrire cet ensemble infini. D'accord? Et puis, quand on a une description mathématique, vous savez tous que l'ordinateur, c'est une machine mathématique en fait. C'est une machine algébrique. Hein? C'est une machine qui a un certain état, on lui donne un input, il va dans l'autre état, c'est complètement reconnaissable, c'est ce qu'on appelle une machine de Turing. Hein? Alan Turing, vous savez, le mathématicien, qui a inventé grosso modo les ordinateurs modernes. Donc, quand on a une description mathématique d'un langage, grâce à une grammaire, on peut faire tourner cette description automatiquement dans une machine, dans un ordinateur. Ça marche? Donc on a une équivalence, ensemble infini, grammaire, machine. D'accord? Il y a 3. Alors la machine, comme on va simuler ça dans un ordinateur, on appelle ça un parseur, un analyseur. D'accord? Donc il y a 4 niveaux de phénomènes linguistiques. Il y a des choses qu'on peut décrire avec un dictionnaire, il y a des choses qu'on peut décrire avec des grammaires simples, et puis des choses qu'on ne peut pas décrire avec des grammaires simples. Il faut des grammaires un peu plus compliquées. Et il y a des choses qui font encore des grammaires encore plus compliquées. Vous voyez? Et ça s'appelle la hiérarchie des langages, des grammaires, des parseurs, des analyseurs, de Chomsky, Schützenberger. Peut-être que ce sera plus simple de cette façon-là. Donc les langages les plus infinis, les langages infinis les plus simples, peuvent, on appelle ça des langages rationnels, oui, peuvent être décrits par des grammaires rationnelles. On va voir ce que c'est. Alors, on parle aussi d'expression rationnelle. Les informaticiens ont peut-être entendu parler de regular expression, expression régulière, expression régulière, expression rationnelle, grammaire rationnelle. Tout ça, ce sont des outils, Lex, pour les informaticiens, Bison, ce sont des outils qui permettent de décrire des langages rationnels. Donc, ce sont des ensembles infinis, mais relativement faciles à décrire. Alors, il y a des phénomènes linguistiques, il y a des phrases, en français, en arabe, qu'on ne peut pas décrire avec des grammaires rationnelles. En fait, ce sont des phrases involutées. Vous voyez, je pense qu'il... Vous voyez, c'est une phrase à l'intérieur de laquelle il y a une phrase. Alors, on parle aussi de récursivité. Les informaticiens connaissent les fonctions récursives? Oui. Vous dites quelque chose? Donc, quand on a de la récursivité dans un langage, je dis que Paul pense, que Marie rêve d'aller à la plage. Et bien tout ça, ce sont des phrases dans des phrases dans des phrases. Et si je veux décrire une phrase à partir d'une phrase, ben, je ne peux pas faire ça avec des grammaires rationnelles. D'accord? Donc ces grammaires-là, on les appelle, alors les mathématiciens, les informaticiens appellent ça des grammaires algébriques. Ce sont des grammaires récursives. Les linguistes, ils parlent de grammaire hors contexte. En anglais, context-free grammars. Et il y a même des linguistes qui parlent de grammaire de Chomsky. C'est Chomsky, en 1955, qui a montré qu'il y a des phénomènes dans la langue, dans l'anglais, en français, en arabe, qu'on ne peut pas décrire avec les grammaires rationnelles. Grammaire de Chomsky. Grammaire hors contexte. Ensuite, il y a des langages qu'on ne peut même pas décrire avec des grammaires hors contexte. Donc, non seulement on ne peut pas les décrire avec des grammaires rationnelles, mais on ne peut pas non plus les décrire avec des grammaires hors contexte. Ce sont ce qu'on appelle les grammaires contextuelles, en anglais contexte sensitive, les grammaires contextuelles. Vous voyez, du point de vue du nom, c'est normal. Hein? Grammaire hors contexte, grammaire contextuelle. Et pour chacune de ces grammaires, il y a des analyseurs ou des machines différentes. Alors, les grammaires rationnelles, elles peuvent être décrites à partir avec des automates finis. Ça, c'est avec des automates à piles, les informaticiens connaissent. Et ça, c'est avec des machines de Turing.
Et enfin, il y a des langages qui sont, on va dire, infinis, enfin, on va dire, c'est n'importe quoi, des langages qui sont tellement complexes, si vous voulez, hein, que ni les grammaires rationnelles, ni les grammaires algébriques, ni les grammaires contextuelles ne peuvent les décrire. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les grammaires hors contexte. Et ça, il n'y a que les machines de Turing qui permettent de décrire ce langage. Alors, dans le monde de la linguistique informatique, hein, pour les informaticiens qui connaissent un petit peu les outils d'analyse automatique, alors, les langages, les outils les plus connus au monde pour décrire les phénomènes linguistiques et de faire de l'analyse automatique de texte, du TAL, d'accord? C'est les outils, alors, ça c'est Xerox, vous connaissez Xerox Finance State Toolbox, ça c'est le produit commercial. Et Helsinki Finance State Transducers, c'est l'université de Helsinki qui a un outil qui permet de décrire tous les phénomènes linguistiques qu'on peut décrire avec des grammaires rationnelles. C'est l'équivalent de Lex, si vous voulez, pour les langues. Alors, typiquement, avec les grammaires HFST ou XFST, qui sont compatibles d'ailleurs, c'est très très bien pour décrire la conjugaison des verbes, la morphologie. Vous savez, à Helsinki, ils parlent le finnois, et le finnois, c'est une langue avec une très très forte morphologie, beaucoup plus forte que l'arabe. En finnois, vous pouvez avoir un mot avec 150 lettres, vous voyez ce que je veux dire? Ouf, avec 15 suffixes, l'une après l'autre. C'est parce qu'en finnois, vous voyez les prépositions, certains adverbes, les modaux, les aspectuels, vous voyez tout ça, ce sont des petits suffixes. Hein, donc, je voudrais y aller, vous voyez tout ça, ça va être aller avec un suffixe voir, un suffixe vers, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas étonnant qu'ils se sont intéressés à ces grammaires-là, puisque avec les grammaires d'automates finis, les grammaires rationnelles, on peut décrire la morphologie des langues, et de l'arabe, et du français, et de toutes les langues. Alors l'outil de TAL le plus connu pour construire des grammaires syntaxiques hors contexte, c'est GPSG. Est-ce que vous avez entendu parler de GPSG, non? Qui a fait du TAL? Parce qu'il n'y a aucun de ces outils que vous connaissez. LFG, vous avez entendu parler de LFG? Personne? Donc ça c'est les outils de Stanford University en Californie. TAG, c'est aussi un outil très très connu, très utilisé. Ça c'est l'outil de UPenn, University of Pennsylvania. En tout cas dans le monde du TAL, les gens qui font de l'informatique, du traitement automatique des langues, ils utilisent ces outils. D'accord? Alors, LFG, ça permet de construire ça permet d'appliquer n'importe quelle grammaire contextuelle, donc d'avoir des grammaires qui permettent de réagir en fonction du contexte. On va en voir avec Nietzsche. De façon, toutes les grammaires contextuelles, vous pouvez les décrire avec ça. Alors que vous voyez, je les ai mis entre parenthèses, ces outils, CCG, AG, LIG et puis TAG, ça, ce sont des outils qui ne sont pas aussi puissants que LFG. Ils ont des limites. Alors pourquoi ils ont fait des limites? Vous voyez, normalement, ce qui devrait nous intéresser, c'est de ne pas avoir de limites, de pouvoir tout décrire. C'est parce que d'un point de vue informatique, c'est très très coûteux de monter d'une ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ça, on peut faire des algorithmes linéaires. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un algorithme linéaire? C'est-à-dire que si vous avez un texte, d'une certaine longueur, et que ça met par exemple 1 milliseconde pour traiter ce texte, si vous doublez la taille du texte, ça c'est intéressant pour le big data, hein, si vous doublez la taille du texte, et ben le temps d'analyse sera simplement le double. Vous voyez? Là, vous êtes carrément polynomial. Je crois que les meilleurs algorithmes, ils sont en n puissance 3. C'est-à-dire que si vous doublez la taille du texte, et ben vous multipliez par 8 le temps de traitement. Vous voyez? Alors là, c'est... Pardon? La vitesse de traitement, le nombre d'opérations à faire. Vous voyez, avec un algorithme, vous êtes informaticienne? Voilà. Avec un algorithme linéaire, ben, vous faites par exemple, je ne sais pas moi, on va dire 10 000 opérations pour analyser la phrase
Jean aime Léa, et bien si vous prenez une phrase de 6 mots au lieu de 3, et ben vous ferez 20 000 opérations. Donc c'est linéaire, c'est proportionnel. Le temps d'exécution du programme peut être proportionnel à la taille de votre input, de votre texte à analyser. Et ça, c'est l'idéal hein, pour un informaticien. Pourquoi? Parce que si votre patron n'est pas content parce que votre programme ne tourne pas suffisamment vite parce que vous avez des gros textes, vous voulez traiter tout le web, ben vous dites à votre patron, eh ben vous n'avez qu'à m'acheter un deuxième ordinateur et j'irai exactement 2 fois plus vite. Et c'est pour ça que chez Amazon, ils ont des milliers d'ordinateurs sur des racks. Voilà, ils vont juste 1 millier de fois plus vite, il suffit d'acheter 1 millier d'ordinateurs. En revanche, quand vous arrivez à GPSG, ici, là, donc des grammaires plus puissantes, des grammaires qui sont auto-récursives, vous voyez, il y a une phrase à l'intérieur d'une phrase, donc je décris des phrases à partir des phrases, et bien là, quand vous multipliez la taille de votre texte à analyser, et ben, le temps de traitement, il ne multiplie pas par 2, il multiplie par 8, 2 puissance 3. Si votre taille de texte, au lieu d'être une phrase de 100 mots, et ben, c'est un texte d'1 million de mots, vous voyez, ça va faire du 1 million puissance 3. Donc c'est 1 million fois 1 million fois 1 million. Alors là, vous ne pouvez pas retourner vers votre patron en disant bah, achète-moi un ordinateur en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut acheter 8 ordinateurs pour juste faire 2 fois plus. Alors LFG, encore pire que polynomial, c'est exponentiel. Alors exponentiel, c'est par exemple 2 puissance n. C'est-à-dire, vous avez un texte qui fait, je ne sais pas, on va dire, un truc simple, 4 mots, on va dire. Voilà, il faut que je clique. Un texte qui fait 4 mots, et ben, ça va prendre par exemple 1 seconde pour le traiter. Et ben, un texte qui fait 8 mots, et ben, ça va être en fait 2 puissance 8, c'est-à-dire 2 puissance 8, 64 fois plus 64 fois plus long. Et si le texte, j'aurais dû faire un truc plus simple. Vous voyez, 2 puissance n, ça monte très vite. Vous voyez, au niveau 10, c'est déjà 1024. Et si je rajoute 20, ça fait 1 million. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que l'exposant. Donc quand c'est exponentiel, si vous voulez, LFG, typiquement, il ne va pas pouvoir faire de l'analyse d'un texte d'un roman de 300 pages. Alors que XFST, il peut. Vous comprenez? Voilà. Alors c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sont dit, oula, LFG, je ne peux pas utiliser LFG pour analyser un petit roman. Donc on va construire une grammaire, un type de grammaire moins puissant que LFG, mais quand même plus puissant que GPSG. Et ce sont des compromis, si vous voulez, qui permettent là de ne pas être exponentiel, de rester polynomial. Mais ils ne sont plus en 2 puissance 3, là. Je crois qu'ils sont en 2 puissance 8. Pardon, en n puissance 3, ils sont en n puissance 8. Donc ils sont plus puissants que les GPSG, mais ils n'ont quand même pas la puissance de LFG. D'accord? Alors, il existe encore des langages encore plus puissants, des langages mathématiques. Ces langages, pour moi, ce sont des langages théoriciens. Je ne sais pas si vous les avez vus, les informaticiens, mais ce sont des langages très très bizarres. Donc on peut en discuter. Je ne connais pas de langage humain, si vous voulez, qui ait des phénomènes de type non restreint. Si vous voulez. Mais il existe quand même un outil de Thal qui permet de traiter encore des phénomènes qu'on ne peut pas traiter avec ça. Alors typiquement, ce sont des phénomènes que moi je considère comme étant extra-linguistiques. Alors c'est la résolution de métaphores, de coréférences, des choses comme ça. Vous voyez, vous avez une phrase, il est enfin venu, et vous essayez de savoir, mais c'est qui il? Et ce il-là, il pourrait très bien référer à 15 pages avant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour moi, ça, c'est pas de la linguistique, mais on en parlera plus tôt, c'est ouvert à la discussion, c'est une espèce d'analyse du contexte, enfin, vous voyez, ça peut être très loin, ça peut être pragmatique. Vous voyez, si je dis en France, Luc a invité Paul à dîner, il a apporté une bouteille de vin. Alors c'est qui il? C'est Luc ou c'est Paul? Eh bien ça dépend des pays, vous voyez. Alors en France, à Paris, c'est celui qui est invité qui apporte la bouteille de vin, mais au Canada, quand vous avez là, c'est celui qui invite qui apporte la bouteille de vin.
voyez, enfin, des trucs comme ça. Alors, pour moi, ça, c'est pas de la linguistique. D'accord? En tout cas, culturel. Voilà, c'est culturel, c'est toutes sortes de... Donc il y a des phénomènes comme ça, mais ça va moins m'intéresser. Moi, plutôt, pour la linguistique c'est tout ce qui est, on va dire, à l'intérieur d'une phrase. D'accord? Alors là, ce que je dis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, parce que je sais qu'il y a, on va dire, une grande majorité de linguistes qui disent que les résolutions d'anaphore, de coréférence, ça fait partie de la linguistique. Voilà, je suis contre. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, avec Nudge, on a fait quelques expériences de résolution de coréférence, mais juste pour s'amuser. Il y a des cas, si vous voulez, où vous pouvez résoudre. Si j'ai écrit Jean a invité Isabelle à dîner, elle a apporté une bouteille de vin, ben là, linguistiquement, vous savez que elle, ça ne peut pas être Jean, c'est forcément Isabelle. Bon, mais ça, ce sont des exceptions. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment public. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, si vous êtes un petit peu sur le marché sur des outils de taille, vous avez tous ces outils. Taille, moi, j'aime pas trop d'un point de vue scientifique, mais ça, c'est peut-être une question de personnalité. Moi, en tant que scientifique, ce que je veux, c'est tout bien faire. Alors, les compromis, en me disant, bah, je vais utiliser un outil moins puissant pour décrire la langue, mais ce qui va me permettre de faire plus de choses, d'un point de vue technique, ça ne me plaît pas trop, si vous voulez, d'un point de vue linguistique. Hein. On est obligé de faire des contorsions pour décrire certains phénomènes, en particulier les conjonctions. Avec tag, moi je trouve ça moche, d'écrire des conjonctions avec tag. Mais bon. Le problème de tous ces formalismes, c'est que il y a les outils comme XFST, par exemple, je vous ai dit, sont les moins puissants, mais ils sont super, très bien adaptés pour décrire la conjugaison, la morphologie. Mais on ne peut pas décrire des phrases récursives, des phrases imbriquées. Donc l'idée de base, ce serait, comment on va faire si je veux décrire l'arabe? Je vais utiliser XFST pour décrire la morphologie de l'arabe, et je vais utiliser GPSG pour décrire les phrases imbriquées en arabe, et puis je vais utiliser LFG pour décrire les phénomènes d'accord. Vous voyez, les contextes. Hein? Oui, mais non, parce que ça ne marche pas du tout, parce que tous ces outils sont massivement incompatibles les uns dans les autres. Il est impossible, si vous faites une description XFST de la morphologie de l'arabe, de dire, maintenant que j'ai ma bonne description, je vais la mettre dans une grammaire LFG. C'est pas possible. Tous ces outils linguistiques sont complètement incompatibles les uns avec les autres. Donc c'est, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme ils sont incompatibles, si vous utilisez XFST pour faire une application de taille, par exemple, vous voulez faire du résumé automatique, il faut que vous fassiez tout avec XFST. Oui, mais XFST, il ne peut pas décrire des phénomènes de phrases récursives. Donc vous vous retrouvez avec un outil qui marche qu'à moitié, quoi. Alors ce que vous pourriez dire, c'est je vais tout faire avec LFG. Vous voyez, vous allez prendre le formalisme le plus puissant, comme ça vous pourrez tout faire avec LFG. Alors si vous faites tout avec LFG, le problème, c'est que quand vous allez décrire la conjugaison de l'arabe avec LFG, vous allez souffrir. Parce qu'au lieu de faire ça très simplement avec une petite expression régulière, vous savez, regular expression, pour l'arabe, vous mettez les suffixes avec les barres, super facile. Avec LFG, c'est des pages et des pages de grammaire pour décrire des trucs très simples, quoi. Et puis encore, n'oubliez pas le fait que vous êtes, du point de vue efficacité, votre programme, il va mouliner pendant des heures pour analyser une phrase de 10 mots. Vous voyez, donc ça ne marche pas, tous ces outils. Hein? Chaque formalisme, il est bien adapté à un type de phénomène, mais pas aux autres. Et tous ces phénomènes, tous ces outils sont incompatibles les uns avec les autres. Bon, l'approche de Nudge, c'est ça. Quand vous ouvrez Nudge, vous avez la possibilité de construire les 4 types de grammaire. Vous pouvez construire une grammaire régulière, rationnelle, une grammaire hors contexte, une grammaire contextuelle, et même en fait une grammaire hors contexte, non restreinte. Nudge vous offre les 4. Donc, c'est pas que Nudge est plus puissant. Avec XFST, vous pouvez faire la même chose qu'avec les grammaires rationnelles de Nudge. D'accord? Donc, si vous aimez XFST, vous êtes les bienvenus. Hein. Et puis, vous pouvez faire aussi des grammaires GPSG qui seront aussi puissantes que les grammaires hors contexte de Nudge. Et vous faites des grammaires LFG. Vous voyez, Nudge n'est pas plus puissant. C'est juste qu'il donne les 4. Et l'avantage de Nudge, c'est que ces 4-là sont compatibles.
Donc vous pouvez insérer dans une grammaire hors contexte de Nouch la morphologie de l'arabe. Vous voyez, vous pouvez, avec le même outil, avec la même notation, complètement compatible, décrire aussi bien la conjugaison des verbes en arabe que la forme des phrases en arabe, et même aussi l'accord du nom, du sujet avec le verbe, je suppose, ou de l'objet direct avec le pronom, des choses comme ça. Vous pouvez tout décrire avec le même outil. Hein? Donc, vous pouvez combiner les grammaires. Donc, quand vous avez... Ah oui, alors ça c'est important. Quand vous avez un phénomène à décrire, par exemple, la dérivation, ben, vous pouvez très bien commencer par dire, ben, tiens, je vais utiliser des grammaires les plus puissantes, les plus rapides possibles. Donc, ce sera des grammaires rationnelles. Et puis, au bout d'un certain temps, vous vous dites, ah zut, j'avais pas pensé à ça, mais en fait, dans la morphologie de l'arabe, il y a des phénomènes qui sont, je sais pas, des phénomènes contextuels. Alors, je ne connais pas l'arabe, mais on peut imaginer qu'il y a un préfixe de l'arabe, il ne peut pas se combiner avec un certain suffixe. Donc, il y a un problème de contexte. Hein? Je ne sais pas... Préfixe des verbes avec les suffixes pour le pluriel, par exemple, des noms. Peut-être. Alors, moi, je pense à des choses comme, en arabe, quand je dis « ma table », oui. Donc c'est table avec un suffixe, c'est ça? C'est table. Ce mâle, il s'accorde avec table ou avec le propriétaire de la table? Avec? Propriétaire, je pense, le propriétaire. C'est-à-dire qu'une femme qui dit ma table. C'est la même chose qu'un homme dit ma table. Ah ben alors ça ne s'accorde pas avec le propriétaire. Ça s'accorde avec table. C'est féminin. Est-ce que table est féminin en arabe? Vous n'êtes pas d'accord. Vous ne parlez pas la même langue. Un marocain contre un tunisien. Non. Dans certains cas, il s'accorde avec le propriétaire, mais dans certains cas, non. Ça dépend du contexte de la. Vous voyez en tout cas qu'il va y avoir du contexte. Non, il n'y a pas de concordance ni pour l'objet ni pour la personne. On ajoute un i. Il y a à la fin, soit pour le masculin, soit pour le féminin, et même le masculin ou le féminin du motable, du propriétaire. Du propriétaire et du motable. On dit tawilati, on dit qalami. نقول طاولتي راه مؤنث وكتقولها بنت ولا ولد. Donc vous voyez, كتقولوها قلمي ولكن il n'y a pas de concordance ici dans ma Ça dépend. Si vous utilisez donc comment dire, première forme, deuxième forme, troisième forme. vous le direz de la même façon que si Dans Satan, on dit. Dans Satan, il y a cette différence. Dans ma femme, il n'y a pas de différence. Voilà. Alors vous voyez, moi j'ai commencé très naïvement je vais décrire la morphologie d'arabe, très facilement avec des expressions rationnelles, et tout d'un coup je m'aperçois, ah oui mais non, il faut prendre en compte le contexte. Parce que le propriétaire, il n'est pas à l'intérieur du mot. Il est peut-être carrément dans sujet de la phrase, ou complément d'objet, ou peut-être même ailleurs. Donc là, je ne peux pas décrire ça avec des grammaires rationnelles, il faut des grammaires plus puissantes. Et bien avec nous, ce n'est pas un problème. Parce que quand vous construisez une grammaire rationnelle avec Nouch, si vous dites, ah bah tiens, j'ai besoin d'avoir de la récursivité, ou j'ai besoin des contextes, il suffit de rajouter des opérateurs, et votre grammaire, eh ben, du coup, elle sera une grammaire hors contexte ou une grammaire contextuelle. Donc vous avez ajouté des choses à votre grammaire rationnelle, et maintenant elle est plus puissante. Vous n'avez pas tout à casser en disant, bah, je ne peux plus utiliser XPST, il faut que j'utilise GPSG. D'accord? Donc vous pouvez commencer là, ou alors inversement, vous vous dites, ce phénomène est très compliqué en arabe, je vais utiliser des grammaires récursives, et puis tout d'un coup, vous apercevez qu'en fait, dans mon application, par exemple, qui est une application d'analyse automatique de textes médicaux, j'ai jamais de phrase récursive. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit que quelqu'un a dit que quelqu'un a dit que quelqu'un pense que. C'est toujours des notices, par exemple, pharmaceutiques, qui sont normalisées. Vous voyez, c'est toujours sujet, verbe, complément, point, symptôme, 2 points, sujet, verbe, complément, contre-indication, 2 points. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, il suffit de ne pas utiliser les opérateurs récursifs, et du coup, votre grammaire, Nouch, il va automatiquement compiler un automate fini. Donc, en fait, vous aurez l'efficacité maximale. Alors que ça, dans aucun outil de linguistique, de table,
vous pouvez avoir ça. Vous ne pouvez pas avoir, bah tiens, je vais utiliser LFG, et en fait, je m'aperçois que LFG, je n'ai pas besoin de la récursivité. Vous ne pouvez pas automatiquement cliquer sur un bouton et puis avoir une grammaire XFST. C'est pas possible. Donc, vous avez la possibilité, d'un point de vue linguistique, de changer d'avis au niveau du développement. Et du coup, les analyseurs de Nudge sont beaucoup plus efficaces. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'avec des grammaires LFG, on est en exponentiel. Bon, ben non. Nudge, en fait, ce dont on s'aperçoit assez facilement, c'est que les phénomènes qui sont exponentiels, qui nécessitent des accords assez complexes dans la phrase, en fait, ils sont plutôt, on va dire, très très rares dans les phrases. Donc c'est facile de construire une phrase très compliquée. J'en pense que, machin milieu, etc. Qu'il, vous voyez, avec un contexte très 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 imbriqué, très très loin. Mais dans les faits, quand on analyse des vrais textes, ça apparaît une phrase sur 1 million. Et bien quand ça apparaît, effectivement, Nudge, il est exponentiel. Donc il va y avoir des phrases où ça va mesurer. Mais ces phrases sont limitées, c'est pas tout le texte c'est pas tout le roman, c'est pas 10 ans du journal Le Monde. Vous voyez. Mais dans la plupart des phrases, quand les phrases sont simples, et ben Nudge, il sera aussi rapide que des automates finis, c'est-à-dire il sera linéaire. Donc c'est ce qui explique qu'avec Nudge, vous pouvez faire des grammaires très compliquées, mais en fait, et les appliquer à des textes énormes. Et c'est ce qui ouvre, par exemple, le data ou des choses comme ça. Vous pouvez appliquer Nudge, des grammaires puissantes, à des textes de grande taille. Une question qui se pose sur Max, quand on applique les grammaires structurelles, dans ce cas-là, on prévoit un algorithme exponentiel, non? C'est ça. Quand vous avez des... Alors, pour les grammaires structurelles, vous voulez dire les grammaires hors contexte, c'est-à-dire récursives. Donc ça, c'est polynomial quand même. Hein. Donc vous commencez avec une grammaire qui, a priori, serait polynomiale. Mais si, en fait, il n'y a pas dans les textes de récursivité, et ben en fait, votre grammaire, elle ne sera jamais polynomiale. En fait, la partie polynomiale de votre grammaire ne sera jamais utilisée, la partie récursive. Et donc, Nudge, il sera aussi rapide que si c'était du XFST, linéaire. Voilà, on ne peut pas l'intégrer, oui. Parce qu'en fait, c'est la même notation. Les grammaires contextuelles dans Nudge, c'est rien d'autre que des grammaires hors contextuelles dans lesquelles on a rajouté du contexte. Et les grammaires hors contexte, dans Nudge, ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux grammaires rationnelles, sauf qu'on a rajouté de la récursivité. C'est exactement la même notation et c'est tout compatible. D'accord? On ajoute des opérateurs. Si vous n'avez pas ces opérateurs, vous êtes super rapide, très efficace. Si vous ajoutez ces opérateurs, vous êtes puissant, vous êtes moins efficace. D'accord? Alors, il y a une autre chose aussi, qui est la notion de cascade. Comment ça marche? Comment vous, dans tous ces outils, en particulier LFG ou même HPSG, si vous voulez faire la description d'une phrase, il faut prendre tous les phénomènes de la phrase en compte. Donc, il faut décrire la conjugaison des verbes, la dérivation, des noms, etc., la forme des phrases, les contextes, etc., tout dans la même grammaire HPSG. Dans Nudge, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a qu'une seule phase d'analyse dans HPSG. Vous avez votre phrase, vous cliquez HPSG, et hop, il vous analyse la phrase. Dans Nudge, ça ne marche pas comme ça. Dans Nudge, ça marche par étapes. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait 7 étapes? Et bien Nudge fonctionne un petit peu, ça s'appelle une architecture en cascade. Nudge, il travaille de bas en haut. Il fait d'abord l'analyse orthographique, après l'analyse morphologique, après l'analyse syntaxique, et après l'analyse sémantique. L'une après l'autre. D'accord? Donc on verra ça. Vous construisez vos grammaires, vous appliquez, donc vous avez une grammaire de morphologie, quand vous créez votre grammaire, il faut le lire. Ça, c'est une grammaire de morphologie. Et après, donc, tu sais qu'il faudra l'appliquer en premier, en tout cas avant la grammaire syntaxique. D'accord? Ça se fait par cascade. Donc d'une certaine façon, Nudge, il va pouvoir, avec cette architecture, remplacer des grammaires très puissantes par des séries de grammaires. Chaque grammaire n'est pas puissante, mais l'une après l'autre, c'est ça qui crée la puissance. Donc, si vous comprenez ce qui se passe ici, là, par rapport à tous les outils linguistiques qu'il y avait, les outils de TAL, eh ben, vous pouvez faire, avec Nudge, vous pouvez faire des grammaires rationnelles, vous pouvez utiliser Nudge. Si vous voulez faire des grammaires hors contexte, pas de problème, vous
pouvez aussi utiliser d'autres. Elles sont compatibles. Pareil là et pareil là. Donc là, vous avez un environnement, un seul, pour décrire tout, de l'orthographe à la sémantique. Alors, il y a actuellement, il y a une petite communauté d'utilisateurs de Nouch. On a à peu près une vingtaine de langues. Donc, si vous voulez travailler sur l'espagnol, le chinois, l'allemand, l'italien, l'espagnol, vous pouvez aller sur le site web de Nouch et vous verrez, il y a des modules, si vous voulez. Un module Nouch, c'est grosso modo un petit ensemble de ressources linguistiques, un dictionnaire, des grammaires pour la flexion, des grammaires pour la morphologie, des grammaires pour la syntaxe. Donc, vous pouvez télécharger. Je ne sais pas si quelqu'un s'intéresse au croate, et vous allez sur le site web de Nouch, vous cliquez sur croate, vous téléchargez le dictionnaire croate et hop, vous pouvez traiter des textes en croate. Toutes les descriptions, vous pouvez les écrire n'importe quelle langue. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème à écrire des langues aussi différentes, les langues sémitiques, arabe, hébreu, les langues asiatiques, chinois, japonais, les langues germaniques, allemand, danois, le finnois, l'hongrois, les langues romanes, l'espagnol, l'italien, l'anglais. Peut-être qu'un jour, Quechua, on a un module du Quechua. Qu'est-ce qu'on a comme anglais? Le vietnamien. On a le russe, le polonais, pardon? J'entends pas. Nouvelle langue. Voilà, absolument. Ah, bien sûr, mais là je crois qu'on va avoir cet après-midi quelqu'un qui va nous présenter le module Tamazir. On a plusieurs modules en fait. On a un module Kabyle, on a un module Tamazir qui va être présenté cet après-midi. Non, l'intégration ne pose pas de problème, mais si vous avez un module Tamazir, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous le prépariez, et puis vous le l'envoyez, on le met sur le site web de Nouch. Comme ça, n'importe qui peut le télécharger. C'est ça la communauté. Alors je crois qu'on n'a qu'un seul module de l'arabe, c'est fait par les Tunisiens. Et si j'ai compris ce que vous avez dit ce matin, c'est pas forcément compatible avec l'arabe marocain, c'est ça? Avec le dialecte. L'arabe classique. Mais quand vous parlez de l'arabe, c'est l'arabe standard, mais ça fait quoi le tunisien? Et l'arabe standard en Tunisie, c'est le même que l'arabe standard en Maroc. C'est sûr. Mais si par exemple il y a quelqu'un qui s'intéresse à décrire l'arabe dialectal marocain, vous pourriez le rajouter. On a fait ça pour le français, parce qu'on avait des collègues québécois, vous savez, de Montréal, et eux, ils n'arrêtaient pas de dire oui, mais ça, c'est pas du français, c'est pas comme ça chez nous. Donc, ils ont créé un deuxième module français. Alors, en revanche, on n'a pas fait ça pour l'anglais américain et l'anglais britannique. On n'a qu'un seul module, mais dans le dictionnaire, on a un code spécial. Je crois que par défaut, c'est américain. Et puis quand c'est en anglais britannique, on a un code spécial plus UK. Il y a un code plus dialectal, plus Maroc. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ensemble là, donc vous avez vos ordinateurs, on va commencer à travailler. Donc, la première séance, si vous voulez, on a jusqu'à quelle heure? On a jusqu'à quelle heure? 13 heures. Jusqu'à 13 heures. Donc là maintenant, 45 minutes. On a encore 45 minutes. La première séance, mais je crois que ça va dépasser un peu sur la deuxième, on va parler de fouille de texte, c'est-à-dire on ne va pas du tout être linguiste, on va être plutôt informaticien, on va dire. On a un texte et on veut trouver des informations, on veut faire un système d'extraction d'informations. En anglais, information retrieval. Un petit peu comme un moteur de recherche, mais vous allez voir, beaucoup plus puissant que les On va faire ça aujourd'hui. On va faire continuer demain. Donc on va apprendre à traiter un fichier texte, à lancer une petite requête dessus. Les requêtes, on va les étendre, on va les rendre de plus en plus compliquées jusqu'à ce qu'on ait des expressions rationnelles. Ensuite, on va les appliquer au texte, on va construire des concordances et on va faire de l'analyse statistique. Et là, déjà avec ça, si vous suivez que la première séance, peut-être un peu demain, je ne sais pas si on aura le temps, et ben vous pouvez faire déjà un moteur de recherche beaucoup plus puissant que ceux que vous avez en commun. Parce qu'il prend en compte des informations linguistiques. La deuxième partie, là je vous montrerai qu'il va y avoir des choses un peu magiques. Comment il sait
que quand je cherche manger, il me trouve mangerion. Ça, c'est comment il sait le système, c'est pas de la magie, c'est parce que dans le système, il y a des ressources, il y a des dictionnaires, et il y a un système d'analyse morphologique. Donc ça, c'est la deuxième séance. Je vais vous montrer comment vous pouvez construire votre propre dictionnaire et comment vous allez pouvoir créer vos propres règles de grammaire, de morphologie. Comment on définit la conjugaison des verbes. Alors, pour la flexion et pour la dérivation. La dérivation, c'est facile. C'est comme un système, un peu différent. Donc, avec ce deuxième système, quelqu'un me parlait de décrire une nouvelle langue. Si vous suivez les 2 premières séances, eh ben, vous pourrez construire votre propre dictionnaire pour une nouvelle langue. Et si cette langue elle a de la morphologie, vous pourrez aussi écrire ça en morphologie. Donc vous aurez déjà un analyseur lexical pour votre langue. Vous pourrez créer un nouveau module. Je n'ai pas bien compris donc, la différence entre morphologie lexicale et les autres types de morphologie flexionnelle et dérivationnelle. Moi, juste la morphologie lexicale. Oui, il y a 3 types de morphologie dans Nouge. Il y a la flexion, donc par exemple la conjugaison des verbes. Il y a la dérivation, par exemple on passe d'un verbe à un nom à un adjectif à un autre verbe. Et puis il y a aussi l'agglutination. C'est quand on a un mot qui en fait c'est plusieurs mots dans le mot. Et dans la maison en arabe. Avec les préfixes et les suffixes. Préfixe et suffixe. Mais attention, c'est pas comme le suffixe de conjugaison. Parce que mangions, ce n'est rien d'autre que le verbe manger. Alors que quand je dis dans la maison, en arabe, il y a 3 mots en fait. C'est pas juste le mot maison. C'est pas ce qu'on appelle le proclétif. C'est de l'agglutination. Ça permet de coller des mots les uns avec les autres. Mais on veut quand même garder le fait qu'il y a plusieurs mots. Alors que dans mangions, on veut dire qu'il n'y a qu'un seul mot dans mangions. D'accord ? Donc la 3e séance, ce sera la syntaxe. Une fois qu'on a décrit avec un dictionnaire et de la morphologie les mots, on va voir comment on peut faire pour les combiner. Donc on commencera par les grammaires de Chomsky. Je vous montrerai un éditeur de graphes. Un éditeur, vous savez, dans Nouge, en fait, il y a un outil très ludique qui permet de dessiner les grammaires. Vous savez, les dessins, les graphes, avec la souris. Donc vous saurez le faire. Et puis les grammaires, les graphes imbriqués, hein, vous vous souvenez que j'avais dit il y a des phrases dans des phrases dans des phrases. Et bien ça ressemble à des graphes qui sont dans des graphes dans des graphes. Donc vous pouvez avoir un graphe dans lequel il y a un graphe, vous cliquez sur le graphe, vous allez dans le graphe, vous voyez, vous pouvez avoir des graphes récursifs. C'est une imbrication de règles, non? Ce sont des imbrications de règles. Sauf que dans Nouge, c'est graphique. Donc ce sont des dessins, vous voyez, on verra ça. Et puis je vous parlerai un petit peu des débogueurs, dont les informaticiens connaissent. Hein. Quand vous avez une grammaire assez compliquée, elle reconnaît une séquence, mais vous ne savez pas pourquoi. Et donc vous pouvez cliquer quelque part, le débogueur, et puis il va vous montrer dans le graphe par où il est passé. Vous voyez ? 4e partie. Alors, Nouge ne permet pas que de reconnaître les choses dans le texte, parce que ça c'est utile, mais moyennement. Il permet aussi de les analyser, c'est-à-dire que quand il a reconnu quelque chose, il vous dit ah ben voilà ce que c'est. Par exemple, ça, c'est une date. Ça, c'est un groupe nominal. Ça, c'est une expression d'achat. Vous voyez, il y a une compagnie qui a acheté un produit. Vous voyez. Donc vous pouvez pas simplement reconnaître, mais aussi produire un résultat. Et ça se fait par un système d'annotation. Vous connaissez XML, hein, les informations, hein. Vous pouvez donc prendre un texte et avec nous, automatiquement, l'annoter. Hein, dire, bah, de là à là, j'ai trouvé, je sais pas moi, une expression de prix. De là à là, j'ai trouvé une entreprise qui achète un produit. Là, c'est une entreprise qui fusionne avec une autre entreprise. Donc les informations, vous pouvez annoter. Et puis la dernière séance, alors là on va faire des choses, je ne sais pas si vous pourrez suivre, mais je vais vous montrer quand même, au moins au niveau démo, l'analyse transformationnelle, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, hein, vous avez une phrase, vous cliquez sur un bouton, et hop, elle produit toutes les paraphrases possibles. Et je vous montrerai les grammaires, elles sont un peu plus compliquées quand même que les autres, il y a des co-références. Hein. Jean MDA, il faut dire il MDA, et pas elle MDA, vous voyez, des choses un peu compliquées. Mais quand même, je ne sais pas, et là je ferai une démo de traduction, une application de la paraphrase, si vous voulez, de ce système qui permet de prendre une phrase et puis d'en produire une autre, bah, c'est la traduction. Hein, puisque je prends la phrase Jean MDA et je produis Jean loves.
Et ça, on peut le faire assez facilement avec Notch. Si vous pouvez paraphraser une phrase, c'est juste prendre la phrase, la transformer, et puis au dernier moment, remplacer les mots par leur traduction. Ça se fait très facilement avec Notch. Voilà. Avez-vous des questions, générales? Et bien c'est parti. Vous allumez votre ordinateur, vous lancez Notch, et vous m'appelez quand il y a un problème. Vous levez la main, ceux qui n'ont pas réussi à lancer Notch. Version Java. La version Java. Oui, je vais. On peut travailler sur la version du C#. C'est comme vous voulez. Donc vous avez tous la fenêtre en plein écran. لازم اعتذر. لا غير من ناحيه ديال شحال ستارت من ناحيه ديال الموسيقى ما كاينش لي كوردوني اللي يعبروا التليفون ولا ادريس ايميل انا واخا قولها لي قولها لي يعطيك الصحه. هذاك الفراغ اللي كاين
bon? Oui, c'est bon, oui. Bon, on va... Alors, dans Node, il existe des utilitaires qui permettent d'importer les textes. Donc, par exemple, vous avez un texte Word ou PDF, vous voulez pouvoir l'importer. Moi, je crois que ça n'a pas trop d'intérêt. Les informaticiens savent faire des outils de traduction. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Vous avez dans Node aussi la notion de corpus. Au lieu de traiter un seul texte, vous pouvez en traiter 1000 d'un coup. Vous voyez, mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est juste que quand vous appliquez une requête, il va le faire sur le même texte. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus, ça m'a fait un peu de retard. Sachez que quand vous utilisez, quand Node il travaille sur un texte, il a d'une part le texte et d'autre part ce qu'on appelle les annotations. Tout à l'heure, je crois que j'avais mentionné les annotations. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur un texte annoté. Et comment ça marche dans Node? En fait, il y a deux parties. Il y a le texte brut, le texte original. Node ne touche pas à ce texte-là. Et puis en parallèle, il a un système sur de base de données d'annotation. Et l'annotation, c'est rien d'autre. Vous savez qu'avec le surligneur, vous savez, vous dites de là à là, j'ai trouvé un nom. De là à là, j'ai trouvé un verbe. De là à là, j'ai trouvé un groupe terminal. De là à là, j'ai trouvé une date. Donc, il y a dans un fichier Node, en fait, un texte Node, il y a le texte pur, et puis une base de données avec toutes les annotations qui sont l'index de tout ce qu'il a trouvé. Alors, tout ça, c'est encapsulé dans un fichier qui s'appelle, je sais pas, texte.not, text, ou alors sur Java, JNOT. En fait, c'est le même fichier, sauf que Java et C#, ils n'ont pas exactement les mêmes façons de décrire les index et des trucs comme ça, donc c'est pas compatible directement. Mais il y a exactement les mêmes éléments, le texte brut, et puis le système d'annotation. Donc si vous voulez traiter un texte qui est déjà au format Node, c'est facile, File, Open, Text. Je vous propose de faire ça. Et puis vous me dites juste, vous cliquez sur rien, juste File, Open, Text, et vous dites ce que vous voyez. Parce que, évidemment, Node, vous pouvez travailler sur une vingtaine de langues. Si vous avez téléchargé Node, Node vient avec le français et l'anglais, mais pour qu'on soit tous d'accord, je vous propose de travailler sur la même langue. Français? Là, mais je ne pourrais pas vous aider. En revanche, cet après-midi, je pense que vous allez travailler sur le français. Moi, je ne peux pas vous aider. Donc, on va faire le français. Donc, File Open Text, et dites-moi quel est le texte que vous trouvez. La fin du sentence, c'est parfait. Open Text. Ok, alors pour ceux qui trouvent File Open Text, vous voyez la femme de 30 ans, ouais. Parfait, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Les autres, vous quittez ça, vous annulez, vous allez dans Info Préférences et vous sélectionnez la langue FR. D'accord? Et vous faites ensuite, qui n'était pas en français? Quand ça le charge info, préférence. Et là, normalement, il y a une boîte avec tous les langues possibles. Attention, ça va être FI, ça c'est chinois, FA, ça c'est farci, c'est-à-dire persan. Vous mettez FR. Info préférence. Vous êtes en FR, vous cliquez Save as default, vous mettez ça comme défaut, comme ça, à partir de maintenant, chaque fois que vous ouvrez, tout sont en français. Vous n'avez pas besoin de là, vous m'inquiétez, il ne faut pas sortir en boucle de son dossier. Là, j'ai vu. J'ai
Tout le monde a réussi à ouvrir le texte. La fin de ton nom, oui. Alors, vous mettez nous sur cette page, mais la fenêtre, vous la laissez pas, vous la mettez pas à la page, là vous la mettez quand même. Et vous allez la rapetisser parce qu'on va avoir 3 fenêtres en même temps. Voilà, parfait. Donc, file open text. Ah, voilà, d'accord. Spécialiste. C'est bon, file open text? Vous avez eu la fin? Parfait, très bien. Voilà, alors ce que je vous propose, on va faire un truc très simple. On va commencer par chercher un mot. D'accord? Alors pour chercher un mot, vous allez dans le menu texte et vous cliquez sur Locate. Le rechercher. Et là, vous allez taper table. Vous voyez table ici, là? Oui, oui. On appuie sur un bouton coloré. Et là, vous choisissez votre couleur favorite. N'importe. N'importe, moi j'aime bien le vert, mais... Vous choisissez une couleur. ايه ولكن فين كيتخصم